Ceci est l'histoire d'un âme marquée par une image d'enfance. Que dites-vous? C'est inutile. Je le sais. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès, non. C'est bien plus beau lorsque c'est inutile. La production d'autoproduction est majoritaire dans la production. Un espace n'enlève pas forcément un autre, c'est plutôt des formes qui coexistent. Oui, c'est bien mon cours. Un appartement, des acteurs, un message. Je peux introduire déjà. Il était très content, hein. Il n'a pas déboursé un centime et puis il a l'habitude de tout ça. Chine. Nord-Ouest, Belgrade, Italie demain soir, et après l'Italie. Mais l'Italie, c'est la Bretagne. Dansez, allez-y, dansez si ça vous fait du bien. Si ça suffit pour vous faire du bien. Vous êtes comme moi. Si vous étiez pas comme moi, vous seriez pas là. Pas vrai? Pas vrai? On est pareil! Sans projet! Les projets, c'est pour les pecnos. C'est pas la vie, ça. Les petits projets, les petites gloires, les petites merdes sans aucun sens. Il est là, mon projet. Il est bien, mon projet. Il bouge pas de trop, comme un amoureux aussi. Bonjour et bienvenue dans l'émission Un cours en dit long sur Canal B, l'émission consacrée au court-métrage en Bretagne. Donc le principe est simple, on invite un ou une cinéaste qu'on aime bien à venir nous parler de son travail, de son parcours, de la manière dont les films sont fabriqués, et aussi d'un cinéaste de son choix. Donc c'est le 4e épisode de l'émission, vous pouvez retrouver ceux consacrés à Pascal Breton, Lisa Diaz et Paul Cabon sur Canal B ou sur la chaîne YouTube du Cinéma est mort. Et donc, à mes côtés, pour animer l'émission aujourd'hui, Léo Dazin. Bonjour à tous. Et on n'aura pas Antonin Moreau, notre 3e animateur, donc une petite pensée pour lui. Et au son, Quentin Lamoureux. Salut Quentin. Et donc, difficile de faire une émission sur le court-métrage sans parler d'autoproduction. Et donc, pour ça, on a le plaisir d'accueillir nos 2 invités du jour, Owen Morando. Bonjour. Bonjour. Et Thibaut Le Goff. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Bon, c'est une émission un peu spéciale parce qu'en fait, on vous connaît quand même très bien avec Léo. On est copains dans la vie. Et puis toi, Léo, tu travailles avec eux depuis maintenant une dizaine d'années. Oui, c'est ça. Et pour surenchérir à ce que tu viens de dire, Lumna, dans ta présentation, ce serait impossible de ne pas en parler, tant la production d'autoproduction est majoritaire dans la production de cinéma national, et particulièrement dans le court-métrage. Et il serait encore plus difficile d'animer une émission, selon nous, de court-métrage en Bretagne, sans parler précisément du travail de Thibaut et Owen, que ça se fasse dans un cadre d'autoproduction ou non. Pourquoi? On va essayer de le développer un peu tout le long de cette émission. Et comme tu le disais aussi, Lumna, effectivement, on se connaît très bien avec Owen et Thibaut. Ça fait maintenant 10 ans qu'on travaille ensemble. J'ai été votre assistant sur vos 4 courts-métrages, donc les 4 courts-métrages que sont La ville s'endormait en 2015, Désir en 2017, Le péril jaune en 2019 et Qu'elle revienne en 2020.
Par ailleurs, vous avez également travaillé sur mes propres films, soit Owen en tant qu'assistant ou Thibaut en tant que comédien. Et effectivement, il me semble que, un peu à l'image de tous nos précédents invités, que vous avez un cinéma très personnel, qui a du ton, qui a de la personnalité, où pour le coup, utiliser le terme de singulier n'est pas dévoyé dans le cadre de vos productions. Film après film, on peut reconnaître qu'il y a des gens derrière ces films, que ces films ont une patte. Et j'aurais tout de suite une première question pour vous, histoire de vous présenter et d'amener un petit peu la discussion. C'est comment s'est créé votre couple de cinéma, votre couple de réalisateurs, et qu'est-ce qui vous a poussé à utiliser le moyen d'expression qu'est le cinéma plutôt qu'un autre, par exemple, plutôt que le théâtre, puisque Thibaut t'étais plutôt là-dedans, Owen, tu t'es essayé un petit peu la musique. Pourquoi est-ce qu'en définitive, c'est le cinéma qui vous a réunis? Moi déjà le premier film sur lequel j'ai travaillé, parce qu'en fait j'ai commencé pas mal en effet, moi j'ai commencé par monter une compagnie de théâtre et mettre en scène des textes, parce que la première chose qui m'intéressait moi c'était l'écriture et la mise en scène, et mettre en parole et mettre en image des textes. Et la première chose qui m'a rapproché au cinéma, c'est un réalisateur qui vient de parler là, qui s'appelle Léo Dazin, qui m'avait invité sur un tournage Le Rogue en tant que comédien. Donc voilà, et donc j'ai commencé mon premier film, c'était sans Owen parce qu'il était en voyage. J'ai réalisé mon premier film avec Equinox, justement quasiment suite à ce tournage. On peut préciser, Equinox, c'est une association rennaise que j'ai présidée pendant un certain nombre d'années maintenant, et qu'aujourd'hui, toi, tu présides. Voilà. Oui, voilà, une association qui accompagne des projets d'autoproduction, des prémices de créateurs, quoi, ou des prémices, voire plus, hein, puisque là on est toujours, moi j'en suis à mon 5e film avec l'association, mais voilà, c'est surtout là, de voir comment se passe un tournage, en fait, qui m'a donné envie d'y aller, de voir à quel point, en fait, finalement la frustration de devoir donner un point final à la fin d'un plan est hyper intéressante en termes de mise en scène, ou du théâtre, où finalement il n'y a jamais de point final. Et si je peux me permettre, en amont de ça, t'avais toi déjà un rapport avec le cinéma en tant que spectateur? Est-ce que c'était quelque chose qui te nourrissait quotidiennement? J'avais un rapport en tant que spectateur, mais peut-être le même rapport en tant que spectateur que celui de lecteur, que celui d'auditeur de CD. J'avais pas forcément d'affinité plus avec le cinéma, pas plus qu'avec le théâtre et tout ça. J'ai vraiment plus une affinité avec la narration, avec les histoires, quoi. Et après, c'est le mode, comment raconter une histoire, plutôt qui m'intéresse, moi. C'est pas forcément le cinéma, c'est plutôt le procédé qui m'intéresse. Et donc après, on s'est rencontrés avec Owen, on s'est rencontrés dans un bistrot sur Saint-Brieuc. Le lendemain, on s'est revus, et puis en fait, on s'est revus très vite, et puis en fait, on a fait un premier film déjà tous les deux, sans aucun moyen, une autoproduction totale qu'on a appelé les Zinzins Retour aux sources, qu'on montre pas encore, pas pour l'instant. C'est un film non assumé. Notre chef-d'œuvre. Notre chef-d'œuvre non assumé, donc qu'on a fait peut-être, je sais pas, on devait se connaître depuis un mois. Ouais, on a eu une période, voilà, on s'est connus, on a fait un album de musique ensemble, on a fait de la peinture ensemble, et on a tourné les Zinzins, du coup, à travers la Bretagne, en voiture avec une cadreuse. Un son très mauvais, et je sais pas du coup c'était avant ou après être parti en voyage me concernant, mais ça, c'était avant, et en fait quand je suis rentré de voyage, en l'occurrence j'ai revu Thibaut qui avait fait ce film avec Equinox, et tiens, dans Equinox il y avait Léo Dazin qui était dans mon lycée à Saint-Brieuc, et du coup on a voulu du coup profiter aussi de le fait que Léo ait rencontré Antoine Bon, notre chef opérateur, du coup sur tous nos films. En fait, on s'est mis à écrire un film tous les deux avec Thibaut se retrouvant, qui est devenu en fait La Ville s'endormait, profitant aussi par là, voilà, de tout Equinox Film et de ses techniciens qui étaient déjà là en quelque sorte. Et puis pour revenir plus précisément à la question, du coup le duo c'est surtout une envie de faire des choses ensemble, en fait, une envie, une écriture qui marche,
Voilà, c'est un... Ouais. Et pour répondre à me concernant, j'ai fait des études de cinéma, je suis passionné de cinéma depuis tout petit, tout ça. Et j'ai aussi trouvé en Thibaut, quelque part aussi, une énergie, ou en tout cas une forme de cercle vertueux, ou en tout cas de ping-pong, qui en fait était créatif, ou quand des fois, moi, en tant que gars qui écrit tout seul ou qui fait tout seul, j'ai aussi, par exemple, des problèmes de confiance en moi, ou tout simplement peut-être un manque d'intérêt des fois à ce que je fais s'il n'est pas partagé. Et du coup, je pense que c'est là aussi où la mayonnaise a permis de prendre que Thibaut et moi, on n'a pas les mêmes référentiels, etc. Mais dans notre manière de travailler, finalement, on arrive à apprécier l'un chez l'autre ce qu'on y amène, en fait. Et justement, comment vous travaillez tous les deux, que ce soit à l'écriture, vous travaillez vraiment tous les deux à l'écriture, et comment ça se fait un peu le partage des tâches, et quand sur le tournage d'un film, est-ce que chacun a un rôle? Comment se répartit un peu votre travail en duo? On écrit à deux. On est... Alors moi, je suis plus... On se pose avec une bière autour d'une table. Ouais, déjà. On discute. Donc en fait, c'est un travail de scénario à l'oral, en fait. On s'entend sur une histoire qu'on va raconter sur une direction commune. Ouais. Et on rentrait d'emblée autour d'une table en vous disant « Ça y est, c'est à ce moment-là qu'on va se mettre à écrire un scénario » ou est-ce que c'est à force de discuter où vous disiez qu'une idée peut faire un film? On part sur une idée, on part d'une idée toujours, et après on se retrouve soit autour d'une table, soit quand on ne peut pas, on passe des heures au téléphone à essayer de construire notre scénario, quoi. Mais on part toujours d'une idée, d'une envie, en tout cas. Voilà, suite à discussion, c'est généralement, par expérience de 4 films maintenant, c'est généralement Thibaut qui va rédiger une première mouture de scénario, où il va amener aussi... sa couleur avec les dialogues qu'il a et son talent pour ça, sur lequel moi je vais lui faire des retours sur certaines répliques, sur certaines bases, et de là en fait s'établit un petit ping-pong qui fait qu'on affine jusqu'à avoir tous les deux un scénario auquel on tienne. Après en découpage, Owen a plus de rigueur que moi sur la volonté d'avoir vraiment des idées à chaque plan. Moi je suis plus moi j'ai quand même plus de rigueur, je suis plutôt sur la cohérence des dialogues et tout ça. Owen va plus dans le découpage essayer de penser des choses. Mais on fait quand même pas mal de choses à deux. En fait, il n'y a pas vraiment de choses qu'on s'approprie seul, que ce soit le scénario, le découpage, et après même sur le tournage, en fait, on n'est pas, on complète nos idées. Si on travaille à deux, c'est pas l'idée de répartir. Toi tu fais ça, toi tu fais ça. C'est essayer de compléter ses idées, et c'est comme ça aussi qu'on fonctionne avec nos autres voilà, quand on fonctionne avec notre assistant réa, avec notre chef-op, c'est que on n'aime pas cette idée que le réalisateur décide de tout et tout ça. On aime l'idée que si les idées se complètent, ça donne des meilleurs films. Et pour essayer de faire imaginer à ceux qui nous écoutent et aux gens qui n'auraient pas vu leur film, peut-être j'essaie de dresser un portrait un petit peu de vos 4 films et tirer un petit peu des lignes de force qui recouvrent ces films d'une certaine façon. Donc vous avez fait 4 films entre 2015 et 2020. On pourrait dire qu'il y a une forme de triptyque avec La ville s'endormait, Le péril jaune et Qu'elle revienne, où il y a des motifs récurrents qui parcourent ces films, donc à savoir bien évidemment l'alcool, mais aussi la nuit, la solitude, un humour qui flirte ou qui est carrément potache de temps en temps. Et vous avez un film qui est un petit peu en dehors, qui est Désir, d'ailleurs avec 2 personnages d'enfants. Comment est-ce que vous deux, vous tenteriez de caractériser le ton de vos films? Comment est-ce que vous pourriez en parler à quelqu'un qui ne les aurait pas vus, sachant que notamment La ville s'endormait, votre premier film, et Désir sont visibles en ce moment sur la plateforme bretonne Cube. Je peux essayer de commencer, après Thibaut me complétera, parce que voilà, on a aussi notre vision de ce qu'on fait respective, mais de mon point de vue ou dans mon impression, on travaille plus sur les personnages quelque part, sur des portraits de personnages, quels qu'ils soient, auxquels après on flirte entre une idée assez quelque part de réalisme et en même temps de liberté, ce qu'on appellerait plutôt un aspect poétique en quelque sorte, qu'on veut insuffler à notre mise en scène face à ces personnages qu'on décrit, du coup,
qui sont dans les 3 cas dont tu parles. Voilà, c'est le côté un petit peu le loser magnifique ou toutes ces choses-là. Mais que nous, voilà, on ne travaille pas forcément dans les rendre beaux, mais c'est en tout cas dans y adjoindre voilà, une dimension poétique qui peut ouvrir à ce constat un peu réaliste, voilà, le côté dépravé de l'alcool, etc. Nous, on y amène généralement autre chose, en l'occurrence souvent des émotions, et qui sont en fait pour servir nos personnages quelque part. Après, on fonctionne quand même avec une structure d'histoire propre au court-métrage qui fait qu'on doit avoir en quelque sorte un début ou une fin. Et quand on est par ailleurs aussi, on ne t'enlève pas ça dans des films à chute ou dans des films à boucle. En l'occurrence, que ce soit La ville s'endormait et Le péril jaune, la chute en fait est esthétique, c'est l'incursion du jour dans la nuit pour ces films-là, ou de l'ordre de la boucle pour le désir, où finalement bon, on a un personnage qui commence à un point de départ qui revient, mais où on a amené un autre regard sur lui, quoi. Je te laisse continuer, Thibaut, si j'oublie des choses ou selon ta vision, parce que finalement c'est pas une question si non, sur laquelle on ne s'entend pas. Moi je mettrais pas désir en dehors du triptyque en fait, déjà, parce que certes il y a pas, en fait la seule différence, la seule chose qui ferait sortir désir du triptyque, c'est qu'il n'y a pas d'alcool. Et que c'est un tournage entièrement de jour aussi. Et que oui, c'est un tournage entièrement de jour, mais après dans le fond, dans l'histoire, dans les personnages, dans la construction et dans ce que ça raconte, et dans le côté loser magnifique, comme je disais, et dans l'aspect poétique de ce personnage-là qui cherche quelque chose qu'il n'aura jamais. Enfin voilà, il y a quand même plein de liens avec les autres films. C'est pas, moi je ne mettrais pas en dehors, c'est juste... voilà, on a tourné avec des enfants. À la base, Désir, on voulait le tourner avec des adultes d'ailleurs. C'était 2 mecs sous qui... Bah, c'était vos autoportraits un petit peu, ouais. Et du coup, vous en êtes venu à une autobiographie. Alors, je vais revenir sur cette idée d'autoportrait. C'est vrai qu'on pourrait voir Désir comme une autobiographie quelque part. Je dis pas ça innocemment, c'est-à-dire que je me réfère à un article assez sérieux de Ouest France qui stipulait que c'était un film non seulement autobiographique, mais qu'en plus on était un petit peu à la marge. Dans une esthétique entre Cadet Olivier et Michael Haneke, quoi. Alors ouais, donc voilà, c'est là où l'émission dérive un peu, c'est que cet article-là a été dicté par Léo Dazin. Donc pas trop de connivence, tout ça, au final, bon, très bien. Mais par contre, ce qui avait été dicté, que le film était à mi-chemin entre Cadet Olivier et Michael Haneke, moi j'aime beaucoup. Mais après, autobiographique, oui, peut-être un peu, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas choisi... C'est peut-être un peu un hasard et en même temps non. C'est vrai que les 2 gamins, beaucoup de gens nous disent qu'ils nous ressemblent un peu et en même temps c'était à la suite le petit teigneux et le grand bonnet, quoi. Ouais. Bah, à la base, si ça n'avait pas été des enfants, il est peut-être probable que ça aurait été nous d'ailleurs à jouer ces deux personnages. Ouais, après on a trouvé ça plus fort de mettre cette histoire-là et ces actes-là dans le corps et dans les mots d'enfants, en l'occurrence. Je pense que ça donnait en fait à tout l'aspect romantique plus de puissance finalement dans le scénario. C'est que tu mets tout... Et dans sa violence aussi. Dans sa violence, ça donne beaucoup plus de puissance là-dedans. Désir, c'est un film qu'on avait vraiment... qu'on a vraiment construit comme ça. On fait d'abord une histoire, ensuite on change les personnages et on s'est rendu compte que ça donnait... pas un autre sens, mais vachement plus de force, quoi. Pour finalement un détail qu'on aurait peut-être pu passer à côté facilement. Et moi j'ai l'impression qu'à chaque film, vous mettez un peu un défi où sur Désir, c'est tourner avec des enfants, c'est pas forcément très simple quand on n'a pas l'habitude. Sur Le péril jaune, c'était un film résidence. Vous aviez des personnages, vous aviez un décor, mais vous n'aviez pas vraiment de scénario. Et du coup, vous avez fait pendant 10 jours de l'écriture, puis du tournage. À chaque fois, il y a des partis pris comme ça. Sur Le péril jaune, pourquoi cette envie de se confronter un peu à l'écriture sur le moment ? Moi, je répondrai à ta question, en fait, sur le truc simple qu'on fait un film en réaction à un autre, que du coup, La ville s'endormait est avec nous, à la caméra, devant et derrière, et en noir et blanc. Peut-être qu'aussi on a eu envie derrière de couleurs et de grands espaces et de ne plus être devant, que ça a été un tournage quand même assez lourd, parce que beaucoup de décors, parce que des enfants à gérer, etc.
Donc peut-être que sur le Péril jaune, on a envie de revenir aussi à une forme de fraîcheur qu'on avait sur le premier film, de liberté, le tournage de La Ville s'endormait, il était assez fun pour ça, quoi. Et que le Péril jaune a été une grosse machinerie, ça a été notre plus grosse machinerie sur notre projet le plus improvisé et le plus casse-gueule peut-être. Et que 30 personnes à gérer sur une semaine, 10 jours de tournage, ça a été fastidieux et dur. Ce qui fait qu'on a tourné qu'elles reviennent dans un appartement avec respectivement le strict minimum d'une équipe technique, un script assistant réal, un chef-op, un sondier et nous, et notre comédien principal. Et pour filer un petit peu dans la question de Lumna, qu'elle revienne à aussi un parti pris assez radical qui a été de jouer avec un comédien sous. Que vous avez saoulé pendant une semaine. Bah oui, mais ça c'est la continuité de... Non, on ne l'a pas saoulé pendant une semaine, il était très content, hein. Il n'a pas déboursé un centime et puis il a l'habitude de ça. Non, c'était pas... Mais voilà, c'est aussi de réagir en réaction à l'autre, c'est aussi que le court-métrage, ça nous permet aussi d'expérimenter des choses, de travailler des choses, forcément. Et depuis notre premier film, en fait, on fait beaucoup ça. On expérimente. Le Péril jaune, c'était clairement un test, quoi. Qu'est-ce que ça... Voilà, comment on va s'en sortir. On aurait pu faire une grosse bouse, hein, c'en est peut-être aux yeux de certains, mais en tout cas, on savait pas du tout où on allait. Qu'elle revienne, on a décidé de jouer avec... en effet, la volonté première, c'était de filmer quelqu'un dessous, voilà. On a construit un scénario autour, mais la volonté, c'était quand même ça, quoi. C'était un peu une prise de risque de direction d'acteur, qui était intéressante. Notre premier film, La Ville s'endormait, la volonté première, c'était de travestir quelqu'un, d'en faire un personnage émouvant, alors que c'était pas un comédien et pas un travesti. C'est aussi un parti pris, une prise de risque aussi de direction d'acteur. Voilà. Oui, ça peut très rapidement tourner au grotesque. Ça peut être rapidement tourné au grotesque, et c'était notre première ambition, c'était on veut en faire un film beau et touchant, et pas La Cage aux Folles 2, quoi. J'ai rien contre La Cage aux Folles, mais... Le 2. Voilà, le 2 est pas mal. Mais non, après je crois qu'il y a aussi une volonté, ça rejoint ta question de l'autoproduction que tu mettais en avant, c'est de pouvoir tenter des choses. Et je crois aussi qu'on fait aussi des constats sur notre propre cinéma avec Thibaut, et qu'on est aussi conscient que dans l'audace et que dans la prise de risque sort aussi de ça quelque chose qu'on ne verra peut-être pas ailleurs. Peut-être à trop calibrer les choses ou à ne pas laisser de zone risquée. Peut-être aussi qu'on fait un cinéma trop maîtrisé, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est de laisser un espace à ça et nous aussi de se renouveler dans des défis qu'on a à chaque fois. Je sais pas, évidemment, je parle avec parti pris, mais j'ai pas la sensation que vos films donnent le sentiment de quelque chose de maîtrisé. Pour moi, on a quand même affaire à, et je dis ça sans aucun côté péjoratif, parce que c'est une esthétique que j'apprécie, mais on a affaire quand même à une esthétique un petit peu de briquet de broc, un petit peu cassé, un petit peu bancal, et c'est pas seulement d'un point de vue technique, c'est d'une certaine façon, on voit bien que dans la préparation de vos films, ne serait-ce que la juxtaposition des scènes les unes après les autres, ça vous passe un petit peu au-dessus de la tête. C'est-à-dire que vous êtes plus attaché, comme vous le dites, à vos personnages, et la fluidité qu'un récit plus académique ou plus écrit entraîne, on va dire que vous êtes pas vraiment là-dedans. Il y a quand même des ficelles qui se voient, il y a quelque chose de vraiment très artisanal qui ressort de vos films. Mais assumé, quoi. Après, je répondrai aussi à ça quand tu parlais de définir notre cinéma, etc. J'ai l'impression, c'est une impression, mais qu'on travaille aussi beaucoup la notion de contraste et la notion de rupture de ton. C'est pourtant un souci qu'on a quand même, non pas dans une juxtaposition de séquences indépendantes. On a quand même un souci de fluidité là-dedans, mais finalement, dans ce qu'on travaille d'une scène à l'autre, dans nos personnages ou même à l'intérieur des séquences, c'est finalement jouer de ces contrastes ou d'un renouvellement du récit, ou en tout cas de retourner chercher le spectateur, ou de le surprendre, ou de le toucher, ou d'amener l'histoire là où peut-être on ne la voit pas toujours arriver. Ouais, et puis après dans la fluidité, c'est vrai que peut-être qu'on l'a moins dans les deux derniers, puisque ça a été vraiment des films qu'on avait envie de... Les deux premiers, on avait vachement travaillé
le fond, qu'est-ce qu'on veut raconter, tout ça. Ou là où les deux derniers, ça s'est fait plus sur le tas. Donc peut-être que c'est ça où on a perdu un peu en fluidité, mais c'est toujours dans l'idée que voilà, on cherche des choses et en même temps la fluidité. Moi, je trouve qu'on a quand même réussi à en trouver dans Le Péril jaune, même si l'écriture s'est faite en une semaine. Voilà. Mais et puis à distinguer aussi, voilà, cette fluidité, est-ce qu'elle est dans la mise en scène ou finalement on raconte une histoire à un spectateur et que ce qui est porteur de fluidité, finalement, c'est le personnage ou les personnages qu'on va suivre. Et que, du coup, quelque part, c'est eux le fil rouge de nos films où parfois, finalement, il ne se passe pas grand-chose en termes d'histoire ou de... Oui. Genre, un désir, c'est une épopée qui n'en est pas une. Le Péril jaune, c'est une vie dans un bar et, qui est finalement très... l'aspect tranche de vie qu'on a pu entendre en le diffusant. Et en même temps, finalement, il n'y a pas vraiment de... C'est 20 minutes et en même temps, il n'y a pas vraiment le coup du verre qui éclate et qui révèle un peu l'événement dramatique qu'il y aura dans le film qui fera film. Finalement, il est accessoire quelque part. Et en même temps, en 20 minutes, oui, on ne peut pas non plus développer trop de choses. Donc c'est aussi un sacré pari d'essayer de faire un film en 20 minutes. On en a fait 4. Et forcément, on a plein de frustrations dans chaque parce qu'on aurait aimé développer davantage de choses. Il faut qu'on fasse des choix qui sont parfois douloureux, quoi. Mais... Et c'est pour ça, voilà, qu'on écrit en ce moment une série. C'est pour ça qu'on écrit un long métrage d'horreur, qu'on a un projet de court qu'on aime bien, qu'on a envie de produire quand même. En tout cas, c'est aussi de se renouveler dans l'acte de création, mais en tout cas dans l'envie de faire des films, parce que c'est des fois des longues machineries, ça peut prendre plusieurs années, ça prend énormément de temps, etc. Donc il y a aussi de suivre un petit peu nos envies au fur et à mesure du temps qui passe, quoi. Et est-ce que le passage à une production non autoproduite induirait une autre méthodologie de travail pour vous ? Je pense pas. Si, probablement, parce qu'on sera obligé de... voilà, si on ne s'autoproduit plus, ça veut dire qu'on est produit, donc on a quelqu'un derrière, et forcément, on ne peut plus travailler de la même manière. C'est la sensation que j'ai, mais... Après, on gagnera pas, les films gagneront d'autres choses. Vous avez envie, vous, de vous confronter justement à la production d'un film ? Avoir plus de moyens, plus de... vous avez envie de vous confronter à ça, ou vous avez envie de continuer à faire des films autoproduits parce que justement il y a cette liberté, il y a cette dans l'idéal, moi je dirais les deux. Les deux, ah ouais. On est bien d'accord, les deux. En fait, un espace n'en enlève pas forcément un autre, où l'autoproduction n'est pas qu'un chemin vers la professionnalisation, et le court-métrage n'est pas qu'un chemin vers le long-métrage. Du coup, c'est plutôt des formes qui coexistent. Il y a des films qu'on se gardera en autoproduction, parce que de toute façon, ça sert à rien d'aller chercher des financements avec. D'autres films, quand je pense à Chien fou, du coup, notre court-métrage qu'on a écrit, pour moi, en fait, il est quelque part faisable en production, et le film en sera mieux en termes de décor, c'est un film qui nécessite un beau décor, de la figuration, etc. De la prépa, en fait, c'est aussi que l'autoproduction pêche des fois par prépa. Donc, en fait, c'est ça. L'un n'empêche pas l'autre. On ne ferme aucune porte. Personnellement, en fait, c'est les films qui amènent leurs conditions de tournage. On voulait tourner dans une teuf pour un autre projet encore. C'est des choses qu'on ne fera pas forcément, qui ne peuvent pas être produits, mais là, ça n'empêche pas de les faire, en fait. Ouais, puis il y a une histoire de rythme aussi, c'est que si on se lance dans de la production, on va mettre 3 ans à produire des films, et que nous, on aime bien aussi faire des films en 3 mois. Donc là, on n'aura pas le choix. Donc là, avec Owen, on a commencé à investir dans le petit matériel pour pouvoir faire des tournages, justement, très rapidement, tout seul, en toute petite équipe. Retour aux sources. Que je puisse appeler Owen un vendredi soir pour lui dire tiens, tu viens ce soir, on tourne un truc, et puis bon. Non, mais c'est ça, c'est des constats que produire un court, c'est peut-être 3 ans, faire une autoproduction, le temps de caler tout le monde sur un même calendrier, c'est peut-être finalement un film par an, peut-être que c'est pas assez, le temps passe vite, des réalisateurs qui ne font pas de films, c'est compliqué. Du coup, on a aussi envie de multiplier les modes, en fait, de tournage quelque part. Parce que le but est de faire des films, en fait, envers et contre tout, produit pas produit. En fait, notre désir à nous depuis le début est de faire des films. Donc à partir de là, c'est de continuer en tout cas, envers et contre tout. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. Donc vous avez proposé L'Handicapé de Paolo de Domois. La vôtre. Quentin. Et donc on Yermat. décapsule des bières.
handicapé, mais tu es mon enfant. Toujours je t'aimerai, tu es mon petit ange. Ce n'est pas toi ma colère, c'est sur cette vie de calvaire. Tu seras toujours mon petit, je te garderai toute la vie. On me regarde avec pitié, on ne me donne pas d'amitié. J'ai parfois la peine au cœur, je ne veux pas de malheur. Tous les enfants jouent en riant, je les regarde en pleurant. Je voudrais aller jouer, mais je ne peux pas marcher. Tu es une enfant handicapée, mais tu es mon enfant. Toujours je t'aimerai, tu es mon petit ange. Ce n'est pas toi ma colère, c'est sur cette vie de calvaire. Tu seras toujours mon petit, je te garderai toute la vie. Les enfants handicapés ne sont pas à dédaigner. Donnons-leur notre amour, de l'amitié pour toujours. Et donc c'était L'Handicapé de Polo de Daumois. Pourquoi vous avez choisi cette chanson, les gars? Alors, parce que c'est hyper touchant, quoi. C'est un mec qui faisait des albums avec sa fille. Et voilà, il y a un côté, ça pose question, quoi. Il y a une faute de goût intéressante, en fait. Voilà. Alors, pendant la chanson, Léo, tu disais que ça te faisait penser à leur film? Bah oui, c'est ça, parce que vous aussi, vous flirtez avec les fautes de goût, vous flirtez avec le grotesque, vous êtes aussi dans quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, qui peut avoir de temps en temps l'aspect d'un bric-et-broc, comme un petit peu ce qu'on vient d'entendre, et pourtant il y a quelque chose qui passe. C'est-à-dire que là, je reviens sur ce que disait Owen sur peu importe en définitive la fluidité de la mise en scène du moment que les personnages tiennent. Et là, on peut dire que dans cette chanson aussi, peu importe en définitive les moyens ou le savoir technique, on est capable de sentir qu'il y a malgré tout quelque chose qui passe dans cette chanson. Ouais, c'est vrai. Et j'avais envie de... Tout à l'heure, on a un peu commencé l'émission par rentrer tout de suite un peu dans la conception de vos... dans les différents rapports que vous pouviez entretenir dans la construction de vos films. Et il y a notamment quelqu'un qui revient dans tous vos films en tant que technicien, c'est Antoine Bon. Et alors Antoine Bon,
comment donc Antoine Monk est votre chef opérateur. Comment est-ce que vous travaillez avec lui? Est-ce que le travail s'est développé et quelle satisfaction vous trouvez dans le travail avec ce chef opérateur, sachant qu'il y en a nécessairement une, puisque ça fait maintenant 4 films que vous faites ensemble? Déjà, je dirais que c'est un artiste. Déjà, c'est pas pour rien. Voilà, c'est pas le seul avec qui on travaille, mais ça fait du bien. C'est vrai que lui, il est là sur tous nos films, et en fait, c'est pas juste un technicien, quoi. C'est vraiment un artiste qui a un point de vue, qui parfois des conseils, souvent bons, parfois mauvais, voilà, mais souvent bons. Ça vous arrive de pas être d'accord Ça nous arrive avec de pas lui? être d'accord, j'ai eu mauvais, mais ça nous arrive de pas être d'accord, et on discute, et on débat, et on arrive à des compromis. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive à des compromis toujours, et il a un vrai point de vue, et ça lui tient à cœur, quoi. Il veut pas, si on lui demande de faire un truc et qu'il trouve que c'est déconnant, il va nous le dire, et il va négocier, il va nous essayer de nous expliquer pourquoi ce qu'on fait n'est pas dans la bonne direction. Et ça, moi, ça me plaît, moi, en tout cas personnellement, savoir que il apporte aussi sa patte, quoi. Voilà, que ça lui tient à cœur. C'est pour ça qu'on aime travailler avec lui. Voilà, il apporte sa patte, il apporte sa lumière, évidemment. C'est quelqu'un aussi en qui on a... Quand on travaille avec lui, voilà, on a confiance dans le fait que notre film, voilà, il va avoir une esthétique forte et qui compte aussi dans ce qu'on fait. Le côté pas forcément fluide de notre mise en scène, en même temps, à l'image, il se passe quelque chose. Dans le cas de Désir, voilà, on enchaîne des tableaux, c'est assez puissant. Et voilà, que Antoine s'intéresse à notre découpage et s'intéresse dans nos plans à quelle est l'intention derrière ce plan. Et que du coup, quand on lui en présente pas assez, il la questionne. Quand des fois il ne la comprend pas, mais qu'il y en a une, il nous fait confiance. Et pour ce qui est de comment on s'entend avec lui, voilà, on s'entend très bien sur les tournages. Généralement, à la phase où on lui présente notre ours ou notre film monté, souvent, en revanche, on n'est pas d'accord à cet endroit-là. Mais après, voilà, je pense qu'il nous fait aussi confiance et en tout cas, on aime travailler avec lui, quoi. Et d'ailleurs, on a parlé d'écriture, de tournage, mais on n'a pas parlé de montage. Comment vous travaillez le montage? Vous avez un monteur à chaque fois? C'est le même? Il est différent? Comment vous travaillez? Ça dépend des films. Ça dépend des films, et on est toujours là quand même. On a eu, c'est Carl Denot qui a monté La ville s'endormait et Désir avec nous. On est présent au montage. C'est Eddie Garcia qui a monté Le Péril jaune, où il montait également nos rushs chaque fin de journée du Péril jaune. Donc il a également mis certaines évidences dans le montage par son travail, par son œil, etc. Qu'elles reviennent, on l'a monté qu'à deux, avec Thibaut, par exemple. Et on a fait les FX tout seul. Et on a fait les FX tout seul. Et quel FX Vous allez voir, si vous avez l'occasion de voir le film, qu'elles reviennent. Donc voilà, on commence à avoir une bonne expérience en FX. Si jamais quelqu'un nous écoute et a besoin d'effets spéciaux, on est capable de faire des graffitis sur les murs. En image par image, à vie à JPL et vivement lundi. Et peut-être qu'on peut revenir un peu sur Le Péril jaune. Et là, tu disais, Owen, que le soir, vous montiez directement les rushs que vous aviez tournés dans la journée. Et vous avez retravaillé après. Ça nécessitait beaucoup de travail de montage après, ou non? Du coup, ça vous aviez quelque part votre film déjà? On a refait une semaine de montage après, quand même, parce qu'il fallait peaufiner. Il fallait, voilà, c'était un gros boulot de montage aussi, ce film-là, parce que il y avait notamment un gros plan séquence. Enfin, c'est pas un plan séquence, mais une grosse scène d'impro qui dure quasiment 10 minutes. On a juste posé 2 caméras, et après ça voilà, il fallait une scène qu'on a filmée 3-4 fois, il fallait piocher dedans et réussir à faire quelque chose de cohérent. Donc ça pouvait pas se faire sur le tournage. Enfin, il y a plein de gros chantiers comme ça qui pouvaient pas se faire aussi simplement. Donc on a quand même refait une semaine de montage là-dessus. Ouais, parce que du coup on tournait, le bar était ouvert la journée, donc on tournait la nuit. Donc la journée, on écrivait ce qu'on devait tourner, ou en tout cas essayer de prendre de l'avance là-dessus, gérer les comédiens, etc. On tournait la nuit. Au petit matin, on donnait nos rushs à Eddie, qui les mettait en image, donc pendant qu'on dormait. On se réveillait le matin, on allait voir nos rushs,
Et en fait, ça nous donnait déjà voilà, une forme de à quoi va ressembler le film. Et donc comment on corrige ou non le tir sur plein de contraintes. Au début, on a surdécoupé notre film les premiers jours en pensant que ça allait passer, sauf qu'on avait une équipe exténuée au bout de 2 jours, qu'on avait des très bons comédiens qui on ne laissait finalement pas la place. Donc après, à concertation avec Léo, d'ailleurs, avec Antoine, justement. Et le film a évolué comme ça. Maintenant, donc Eddie nous a fait des propositions de montage. Maintenant, il a aussi, lui, validé des choses que par rapport au jeu ou par rapport aux choix ou aux intentions dont il n'était pas au courant. D'où le fait qu'on ait quand même enchaîné une semaine de montage derrière sur ce film pour bien revalider les bonnes trouvailles qu'il a pu avoir ou modifier des intentions qu'il n'aurait pas eues ou focaliser plutôt sur un personnage qu'un autre parce qu'il y a une troupe de comédiens dans ce film, quoi. Mais c'est vrai qu'on aime bien quand même être là au montage. En fait, on aime bien... Je pense que j'aurais du mal à laisser complètement le montage à quelqu'un d'autre, moi, perso. Mais parce qu'on aime bien être là du début à la fin, quoi. Donc vous êtes derrière le dos du monteur à regarder, à être là pendant tout le temps où il monte. Vous ne donnez pas des consignes et vous ne le laissez pas faire tout seul. Si, on le laisse faire, mais on reste à côté. Ouais. En fait, il est force de suggestion. Des fois, on fait des coupes à 3 poils de cul près. C'est selon un peu les goûts. On remet 3 fois le même truc, on perd son fil. Enfin, ça, c'est un travail en direct et en même temps de recul, d'aller-retour. Donc aussi multiplier les points de vue, mais pas trop. Et puis d'avoir quelqu'un aux manettes qui fait le travail des manipulations, c'est quand même agréable. Mais c'est un côté aussi où voilà, quand on fait un film, on a envie de le faire jusqu'au bout. Donc on a envie de rester. Voilà. Sur notre premier film, on a fait carrément tout. On a même fait la musique. Vous avez joué dedans, vous avez fait la musique. Et jusqu'à la diffusion. Aller en festival, le présenter, participer au festival, rencontrer les gens qui voient le film. D'ailleurs, il a eu son petit succès, votre premier film, La ville s'endormait. Vous avez même obtenu des prix. Oui, on a obtenu des prix, notamment le Grand Prix du Festival Court-Métrage à Bruxelles. Et puis le prix du bon goût et du savoir-vivre au Festival du film gay et lesbien de Saint-Étienne. Ça vous représente vraiment très bien. Donc voilà, notamment, et quelques mentions. Voilà, donc non, c'était un bon... C'était très enthousiasmant et ça nous a poussé aussi à continuer, notamment. Mais après, c'est pas que les prix qui nous poussent à continuer. C'est aussi votre relation. Notre relation, le plaisir de faire des tournages, le plaisir de présenter les films et d'avoir les retours des gens. L'intérêt des sélections en festival, c'est que le film est vu. L'intérêt des prix, c'est qu'il fait des petits en festival. Tiens, ils ont eu un prix, ça a l'air bien. On va peut-être le prendre aussi. Mais nous, l'intérêt, surtout que les films vivent. Donc plus ils sont diffusés, mieux c'est. Dans le cas de Désir, par exemple, il n'a pas été beaucoup pris en festival. Quelques-uns qui ont été annulés avec le Covid. Et du coup, finalement, nous, on est très contents enfin de l'avoir mis sur Internet parce que, tiens, on a plein de retours et des gens qui aiment le film. Et en fait, voilà, on fait pas des films en autarcie que pour nos copains et pour nous. Et puis, pour tout le monde, quoi. Petit passage lèche-cul pour Cube, c'est quand même chouette aussi d'avoir un film sur une plateforme qui fait pas que diffuser les films, mais qui propose un vrai objet, qui est pas juste un film, mais qui est une page un peu renseignée, un peu chouette, agréable à regarder, quoi. C'est aussi agréable d'avoir une diffusion comme ça. Et d'ailleurs, on va se passer un petit extrait de Désir, donc qui est disponible en ce moment sur la plateforme Cube. Les interdits, les ordres, des contraintes déconcertantes, de la part d'une grande bande de vieux dépressifs qui ne prennent même plus le temps de profiter de rien. Ils nous répètent avec leur pseudo-bienveillance à la con de nous occuper de nos affaires de petits, pour pas grandir trop vite. Ils nous envoient dans des écoles, pour apprendre à subir leur quotidien pourri, tout cloisonné de règles et d'interdits. En gros, on est assez grand pour tout ce qui vous emmerde. Et quand il s'agit de penser à nous, de prendre le temps de découvrir le monde, personne n'écoute. Personne ne fait rien. Eh ben allez vous faire foutre. Qu'est-ce qu'il nous faut pour être pris au sérieux? 10 ans? 20 ans de plus?
Et qu'est-ce qu'il nous faut pour avoir des réponses? De vraies réponses. Oh, tu verras ça quand tu seras grand. Ça, je l'entends tout le temps. Et maintenant, je suis assez grand pour vous? Oh, l'amour, c'est pas un truc d'enfant. Vous pouvez pas comprendre, vous êtes trop jeune. Mais qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous connaissez de nos sentiments? Qu'est-ce que vous connaissez des miens alors que vous ne m'écoutez jamais? Que vous n'écoutez jamais nos rêves? Alors des rêves d'enfants, ça vaut rien, c'est ça. Les rêves d'enfants valent moins que des rêves d'adultes. Mais alors, si on rêve pas aujourd'hui, dites-moi alors, comment rêver plus tard? Comment rêver quand on sera grand? Donc nous venons d'entendre un extrait de votre deuxième film Désir. Alors pour remettre un petit peu pour mettre des images aux auditeurs sur ce que nous venons d'entendre, donc il s'agit du discours de l'un des deux petits garçons qui expose son opinion tout en de façon allégorique tout en mettant le feu à son avenir, à savoir potentiellement un avenir d'ouvrier. Donc le petit garçon est en train de mettre le feu à un tas d'ouvriers tout en exposant son opinion sur les adultes et sur son possible avenir. Il y a parmi quelques motifs récurrents dans vos films, il y a aussi ce gimmick qui est je dirais surtout dans vos 3 premiers films, parce que dans Qu'elles reviennent, et on a quand même affaire à un personnage sous qui serait un petit peu en peine d'émettre des intentions. On a coupé son... Oui. On n'a pas pu faire son monologue. Donc vous avez un gimmick qui est qu'à un moment donné, un personnage intervient pour énoncer sa forme de vérité au monde. Il y a une forme d'exposition d'intention qui est là encore assez frontale, souvent assez naïve aussi. On a toujours affaire à... On sait que quelque part, une fois que l'un de vos personnages énonce sa vérité, on sait que sa vérité est vouée à l'échec, systématiquement, dès lors qu'il l'énonce. On va quasiment une sorte de tragédie dans tous vos films. Mais la question qui me vient, c'est en fait quelle culture commune vous avez tous les deux. En ce sens que vos films donc, partagent des motifs, partagent un ton. On sait que vous êtes des amis, que vous connaissez depuis longtemps. Qu'est-ce qui, selon vous, nourrit vos films ? C'est une très bonne question, Léo Dazin. Qu'est-ce qui nourrit nos films ? C'est déjà nos... Vas-y. Ouais. Non, vas-y. Non, je voyais 2 questions dans ta question. C'est pour ça que j'allais répondre plutôt à une d'abord. Mais cet aspect, voilà, intention, aparté à l'intérieur du film, je pense que c'est aussi un goût de l'emphase, un goût du texte, un goût du verbe, et un goût de cette puissance-là qu'on recherche. Et donc peut-être que c'est aussi là-dessus qu'on s'entend, sur nos intentions à travers nos films, justement. Mais quelle culture commune on a déjà, je pense celle de passer beaucoup de soirées ensemble, de bien s'aimer l'un l'autre. Est-ce qu'on a des films en commun, des choses comme ça ? On n'en parle pas si souvent, en fait, quelque part. On parle beaucoup de cinéma, l'un et l'autre, de ce qu'on a aimé, etc. Mais on n'a pas forcément les mêmes goûts non plus. Donc je pense que c'est plutôt dans la synergie de nos 2 univers que se trouve quelque chose. Ce qu'on a en commun, pour moi, c'est les personnages qu'on raconte, c'est les univers qu'on dépeint, c'est... justement, c'est à la fois des tragédies, mais qu'on les présente pas forcément comme telles. Donc c'est peut-être aussi nos vies, tout simplement, ou nos manières d'être qu'on partage. Ouais, c'est ça. Je dirais, on n'a pas, en termes de culture, en même temps, on a une culture commune, puisque l'une des premières choses qu'on a remarqué, c'est qu'on avait plein de bouquins en commun, notamment. Donc on a une culture commune, on aime aussi le même genre d'histoire, on aime...
Voilà, mais après, quand on écrit un film, on pense pas forcément à des choses qu'on a vues en parallèle, on pense pas à des références. Là, on a reçu des retours là, de Désir, où apparemment ça fait... on m'a dit, ça m'a rappelé Le Grand Chemin ou La Guerre des Boutons. On n'a jamais pensé à ça en réalisant Désir. Pas du tout, on pense plutôt à des sentiments, à des passages de nos vies, et après, plutôt, si quand on fait le découpage, on essaie on pense plutôt à notre culture cinématographique à ce moment-là, mais en termes d'histoire, on essaie de se détacher de tout ça plutôt et d'en rester plutôt sur ce qui nous touche nous. Puis on se partage en fait des références, j'ai l'impression qu'on se nourrit aussi l'un l'autre. C'est que Thibaut sur certaines séquences va penser à un film, moi sur certains plans je vais lui dire tiens, ce film de ce plan là je trouve ça fort, donc c'est plutôt aussi dans comment on se nourrit finalement. On arrive vers la fin de l'émission. Il vous reste 5 petites minutes justement pour nous parler de la cinéaste Marine Rioux. Merci Léo. Et du film La Douzaine que vous avez choisi pour cette émission. Alors, on vous laisse nous en parler. Pourquoi ce film ? Eh ben, je peux introduire déjà pourquoi ce film par comment je l'ai vu déjà et comment on l'a pris avec Thibaut. C'est qu'on l'a vu à l'occasion d'une séance sur l'autoproduction au Gaumont dans le cadre du festival Travelling, donc, dans lequel il y avait La Ville s'endormait, Tard sur le port, Les Apaches et ce film-là, je crois. Et on a vu le film dans des conditions de projection désastreuses. En l'occurrence, c'est un film sans parole, où l'ambiance, l'univers esthétique est très... finalement est parlant. Du coup, la projection avait été catastrophique. Je l'ai revu par la suite, en meilleures conditions, et du coup, voilà, c'est un petit peu ce que... on parlera l'un et l'autre de ce qu'on peut aimer, mais du coup, pour présenter le film, voilà, c'est... on ne comprend finalement qu'à la fin du film qu'est-ce qu'il s'y passe, et finalement, c'est des enfants qui sont dans la forêt, dans un univers nocturne, avec des petites lampes, un gros travail sur le mixage, sur l'univers de la forêt, voilà, qui à la fois a l'air inquiétant. Il a l'air de se passer quelque chose d'important quand on regarde le film. Il y a un côté comme ça, voilà, ce que je disais tout à l'heure de l'ordre d'une épopée, quoi. Et que finalement c'est une bande d'enfants qui vont manger des huîtres dans un casier à huîtres, en l'occurrence, pour introduire le film. Déjà, ça nous touche, parce que on adore les huîtres. On adore les huîtres. Moi, je suis né dans la ville où on a inventé l'huître, figurez-vous, à Paimpol. On trouve ça dans le Péril jaune, d'ailleurs. Ouais, en plus, ouais. Voilà, le Péril jaune se termine quand même par une ouverture d'huître, quasiment. Et donc, on aime ça. Et puis, ouais, il y a ce côté... moi, j'aime bien ce côté... on va raconter toute une histoire sur une ouverture d'huître, quoi. Sur une épopée qui n'en est pas une, et sur une grosse connerie qui finalement n'en est pas une non plus. Voilà. Et la manière dont c'est amené, c'est amené avec beaucoup de beauté, beaucoup de finesse. C'est bien. Je trouve que c'est un beau projet qui n'a pas été assez diffusé visiblement. Donc ça vaut le coup aussi d'en parler. Voilà. Donc ça contraste aussi, voilà, avec notre cinéma justement qui est très frontal, très verbeux, très posé, très... c'est un film sans parole. Très cadré. Là, en l'occurrence, c'est un film sans parole, très proche des corps, très proche de... Mais bon, voilà, beaucoup de courts-métrages mettent dans leur note d'intention. J'ai voulu faire un film au plus proche des corps, en filmant caméra à l'épaule pour faire ressentir les trucs. 99% des fois, c'est foireux. Là, en l'occurrence, c'est très bien mené, en fait. Et à travers ce qui se passe justement dans le non-dit et dans la manière dont le film est fait, je trouve que... Voilà, il y a une forme de grâce là-dedans, de poésie, de fantastique, d'inquiétude. Il y a ce chien blanc qui traverse le film également. Ce que ça raconte, voilà, du rapport à des enfants avec la nature, avec la connerie, avec l'escapade nocturne, avec... voilà, je trouve qu'il y a une belle polyphonie de choses dans la mise en scène de cette réalisatrice. Alors là, on arrive vraiment à la toute fin de l'émission. Peut-être juste un mot pour finir. Donc là, vous êtes en train de travailler sur un film d'horreur et sur une série ? Pas que. Mais oui, principalement, c'est ça, on va dire. L'idée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a envie de mêler des choses
Je pense qu'on a envie de travailler sur des choses plutôt produites, voilà, plutôt avec plus de budget, et en même temps maintenir une activité d'autoproduction qui nous permet de tourner n'importe quand. Donc là, on prépare une série qui sera plutôt web. Une série qui sera plutôt web, ou qu'on va tourner en fil rouge, voilà, sur des temps de week-end, voilà, plus dans la continuité. Un long métrage d'horreur dont on a écrit les 2/3, mais pas encore la fin, qu'on aimerait autoproduire, en l'occurrence. Également un court-métrage qui s'appelle Les Chiens Fous, qui parle de combat clandestin dans un bar Paimpolais, que lui, on aimerait produire. On a encore plein d'autres projets en stock. Maintenant, c'est comment on priorise les choses en fonction des envies. On avait écrit par exemple aussi un film de pirates. On aimait beaucoup notre scénario, on a fait un repérage avec Léo notamment. On a lancé un petit peu ce film, etc. Il est retombé un peu dans les cartons. Donc après, c'est comment aussi au travail, en fonction d'un carton de projet de film avec nous, comment on travaille aussi à l'envie du moment. Il y a une chose par contre j'ai l'impression qu'on est d'accord là-dessus, c'est qu'on n'a plus envie trop de traîner sur le court-métrage, quoi. On a vraiment envie de faire des choses plus longues parce que voilà, c'est un sentiment que j'ai eu. Par exemple, vous nous avez demandé de choisir un court-métrage, on en a trouvé un qui nous plaît beaucoup, mais moi j'ai eu beaucoup de mal à trouver un court-métrage qui me plaît parce que c'est compliqué de trouver du sentiment dans 20 minutes, quoi. Non, mais c'est bien, t'es arrivé au début de l'émission en nous disant qu'en fait t'aimais pas le court-métrage. Oui, mais c'est un peu ça, ouais. Merci. Non, mais c'est aussi un truc du spectateur dont on fait le constat, pas que dans cette émission entre nous, mais avec plein de gens, c'est que les gens ne regardent pas vraiment de court-métrage, donc aussi dans la volonté de montrer notre travail, il y a peut-être aussi cette question-là à se poser. Donc on élargit nos horizons et nos envies de faire des films. Il y a cette question-là, c'est que les gens ne regardent pas de court-métrage, et puis il y a la question aussi de nous, quoi, comment on écrit une histoire en 20 minutes, quoi, est-ce que ça suffit? Et on sent bien qu'il y a un moment, une impasse, quoi, et que nos films, on les aime bien, mais qu'il y a toujours un goût de trop peu. Et donc là, je pense qu'on est arrivé à un moment où on a envie d'aller voir plus loin, d'aller travailler dans la série ou dans le long métrage et de développer davantage nos scénarios, quoi. Et on a hâte de voir ça. Merci à vous deux en tout cas d'avoir accepté notre invitation, et c'est toujours un peu frustrant, en 1 heure ça passe trop vite, on aurait envie de parler de encore plus de choses. Donc merci Quentin et merci Léo.